Ok, c'est parti, ça enregistre. On va juste enlever ça. Voilà. Bon, parfait. Donc, alors, bienvenue à cette révision générale. Donc, pour la révision, vous pouvez aller voir sous les A, vous avez l'examen synthèse. Donc, vous avez le guide de l'examen labo. Donc, je vous le montre très rapidement. Pour le guide de l'examen labo, je vous laisserai aller faire. L'examen labo devrait vous prendre plutôt entre 1 à 2 heures à faire chez vous et ça porte sur les 4 premiers labos. Donc tout est indiqué dans le guide préparatoire. Vous aurez des mesures à faire, vous aurez des calculs et vous aurez un graphique à faire. Donc ça devrait arriver pour lundi et vous avez jusqu'à vendredi soir minuit. Donc, tout est marqué. Si vous avez des questions, vous avez la semaine prochaine pour m'en envoyer. Ça vaut pour 10% de la session. Et vendredi soir, minuit, ne soyez pas en retard. À minuit 1, vous ne pouvez plus rendre vos travaux. La session termine vendredi à minuit. Donc, voilà, ne soyez pas en retard. J'espère que vous allez le rendre avant vendredi. Attendez pas vendredi minuit pour le rendre. Bon. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais à dire par rapport au labo. Vous n'aurez pas d'introduction, de conclusion à faire. C'est vraiment plus pour voir la méthode. La méthode des extrêmes va être très importante. Nous sommes rendus pour l'examen synthèse. Dans l'examen synthèse, je vous ai mis deux choses. La première chose qu'on va aller voir, c'est le résumé général. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Ok, Word, tu t'es ouvert, merci. Bon. Dans ce résumé général, on vous rappelle certaines choses. On vous rappelle quoi? On vous donne les formules. Donc, on se rappelle que notre course est divisée en 3 parties. On a eu 3 sections, vous avez eu 3 examens. Alors, je vais juste mettre dessin. Parfait, comme ça on va pouvoir souligner. Donc les 3 sections, ça a été la cinématique, la dynamique, l'énergie et l'interaction. Bon, énergie-interaction, c'est pas mal la même section qu'on a fait. Et ensuite, on l'a fait tout le long de la session. On a vu la translation et la rotation. La translation et la rotation, c'est des sœurs jumelles. C'est-à-dire que toute formule que vous retrouvez dans la translation, vous l'utilisez dans la rotation avec la bonne transformation qu'il faut. Donc si on regarde rapidement le résumé, donc on regarde la cinématique. Quand vous avez un problème de cinématique, ce que vous étudiez, vous prenez un point et à ce point, vous regardez c'est quoi la position du point et c'est quoi sa vitesse. Donc vous prenez un point A. On va partir d'un point A. Ah, il veut pas que je dessine. Bon, c'est pas grave. On part d'un point A, on regarde la vitesse du point A et la position du point A et on se rend à un point B. Et on veut trouver la vitesse du point B, la position du point B. Donc, on a vu les définitions de position, de déplacement, donc ça va ensemble. On a vu les notions de vitesse. Ouais, il veut pas, voilà. Donc les vitesses, on a vu la vitesse moyenne et la vitesse. Généralement, quand on vous parle de la vitesse, c'est la vitesse instantanée. Et on a vu la notion d'accélération. Non, j'ai cliqué sur le bleu, merci. Voilà, donc le bleu. Et c'est l'accès. Bon, voilà. Donc la vitesse, c'est la dérivée de la position et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Même chose pour la rotation, position angulaire, vitesse angulaire, accélération angulaire. Voilà les définitions qu'on a données. Ça, c'était pour la cinématique. La dynamique. La dynamique, à quoi ça sert? Ça sert à trouver l'accélération. Une fois qu'on a l'accélération, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la cinématique. Donc,
qu'est-ce qu'on a vu dans la dynamique? On a vu les forces. Donc, si vous regardez les forces qu'on vous propose, bon, une force F de poussée, etc. Vous pouvez avoir une force quelconque. On a vu le poids. Donc, le poids est une des rares forces que vous connaissez, la grandeur, c'est mg. Et vous connaissez l'orientation, c'est vers le bas. Toujours vers le bas, le poids. La normale, donc la normale qui est une des composantes de la force de réaction d'une surface sur une autre surface, et c'est la composante perpendiculaire. Et alors que vous avez de l'autre côté, vous avez le frottement. Le frottement est la composante parallèle aux surfaces. 3 frottements à connaître. Le frottement statique au départ qui est égal à la force appliquée. Donc vous devez trouver la force appliquée. Donc la force appliquée, c'est la somme des forces dans la direction du frottement sans tenir compte du frottement. C'est ça la force appliquée. Vous avez la force de frottement statique maximum. Donc quand on pousse sur un objet, il ne bouge pas jusqu'à atteindre une certaine force. Cette force-là vaut μs fois la normale. μs, c'est ce qu'on a appelé le coefficient de frottement statique ou le coefficient d'adhérence. C'est la même chose. Frottement statique ou coefficient d'adhérence. Donc μs fois la normale. Ça, on l'a beaucoup étudié dans la partie l'approche par problème sur l'autoroute et l'approche par problème que vous aviez à faire sur la quantité de mouvement. Vous aviez non, pardon. Le MUS, on ne l'a pas fait dans l'approche par problème par quantité de mouvement. C'est l'approche sur l'autoroute. Donc le laboratoire que vous aviez fait dans l'approche sur l'autoroute, c'était pour trouver le MUS. Une fois que l'objet se met à glisser, donc qu'il est en mouvement, quand vous avez un objet qui est en mouvement, la force de frottement, elle est cinétique et ça vaut μc fois la normale. μc, c'est le coefficient de frottement cinétique. Et dans l'approche par problème sur la quantité de mouvement, c'était le coefficient de frottement cinétique qui a été déterminé. Donc, c'est pour ça qu'on compare le labo de l'autoroute et le labo de l'approche par problème sur la quantité de mouvement, parce qu'avec la même expérience, mais pas fait de la même manière, dans le cas de l'autoroute, on tirait puis on regardait juste au moment où ça se mettait à bouger, juste avant, alors que dans le cas de l'approche par problème, on regardait quand ça glissait. Autre force que vous avez à connaître, la tension d'une corde, etc. Y a-t-il d'autres forces? Pas vraiment. Il y a la force d'un ressort, mais qu'on va très très peu utiliser, K fois X. C'est surtout utile dans le cas de la statique. Puis c'est à peu près tout. Pour la rotation, l'équivalent de la force en rotation, c'est le moment de force. Donc pour calculer un moment de force, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un produit vectoriel. Donc vous faites la distance qui sépare de la force de l'axe de rotation multipliée par la grandeur de la force. Produit vectoriel de la force. Donc pour faire ce calcul-là, c'est RF sinus de l'angle entre les deux, ou RF perpendiculaire, donc tangentielle, donc la force tangentielle, ou R tangentielle, c'est ce qu'on appelle le bras de levier fois la force. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est à retenir. Vous devez être capable de calculer un moment de force. À noter que je reviens très brièvement sur la rotation. Dans le cas de la rotation, il y a le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire est un petit peu à part. On a séparé rotation du mouvement circulaire. La rotation, c'est vraiment qu'est-ce qui touche tout ce qui est tangentiel. Donc, c'est-à-dire votre vitesse de rotation qui peut augmenter. 5 rads par seconde, 10 rads par seconde, etc. Donc, avec la rotation, on va relier la notion de vitesse tangentielle. Donc, d'ailleurs, la vitesse tangentielle est égale à R fois l'accès.
fois la vitesse angulaire, pardon. Le déplacement angulaire est égal à R, pardon. Le déplacement est égal à R fois le déplacement angulaire. La vitesse tangentielle est égale à R fois la vitesse angulaire. L'accélération tangentielle est égale à R fois l'accélération angulaire. Et maintenant, donc au niveau position, vitesse, ça ne change rien, mais dans l'accélération, vous avez aussi ce qu'on appelle l'accélération centripète. Donc l'accélération centripète ne change pas la grandeur de la vitesse ni la grandeur du déplacement. Par contre, ça change leur orientation. Et donc l'accélération centripète, ça vaut V carré sur R. Ça, c'est ce qui change la trajectoire. Et la force F, le poids, la normale, etc. Une de ces forces-là va être force centripète. Donc, à partir du moment que vous avez une force qui est tournée vers le centre ou qui est dans la direction du centre, donc qui peut être de l'autre côté, qui n'est pas centripète, qui est centrifuge, donc qui n'est pas... Donc là, imaginez que vous avez le centre ici, ça c'est une force centripète. De l'autre côté, ça va être aussi utilisé. Qu'est-ce que c'est cette force-là qui crée l'accélération centripète? Donc, mettons que vous avez une force F1 comme ceci, vous avez une force F2 comme ceci, le centre est par là. Vous avez F1 moins F2 qui va être égal à la masse fois V carré sur R. À l'examen final, c'est sûr que vous avez une question sur la notion de force centripète. C'est une question qui est très facile, mais que vous vous plantez très souvent sur les forces centripètes. Donc, faites attention à ça. Ça peut être n'importe quelle force, le poids, la normale, la tension, une force de frottement, etc., etc. Donc, une de ces forces-là sera force centripète. Bon, voilà, je voulais revenir très rapidement sur cette notion-là. Mais avec la force centripète, là, oui. On la calcule comment? Tu la calcules avec la vitesse. Tu n'as pas de formule qui te permet de calculer la force centripète. Ce que tu utilises la deuxième loi Newton. Qu'est-ce que tu dis? Donc, mettons que tu as ta tension qui est force centripète. Ouais. Tu dis la tension est égale à la masse fois V carré sur R. Si tu as la vitesse et le rayon, ainsi que la masse, tu trouves la valeur de la tension. Ok, c'est juste ça, la force centripète. Oui, c'est juste ça, depuis le début. Ah, ok. Vous ne pouvez calculer aucune valeur de vos forces. Les seules forces, les seules grandeurs que vous connaissez, c'est le poids, mg, et quelques forces de frottement, mais qui sont souvent basées sur la normale. Donc en fait, pour calculer les valeurs de vos forces, n'oubliez pas la méthode. La première chose, c'est de faire un schéma qui permet de connaître les directions. Et une fois qu'on a les directions, on applique la deuxième loi de Newton. Et la deuxième loi de Newton fonctionne aussi avec la force centripète. Bon. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. L'inertie, c'est mesuré par la masse, ça pose généralement pas de problème. Le moment d'inertie, c'est l'inertie en rotation. Ça, vous allez le chercher dans un tableau. Et si l'axe ne passe pas par le centre de masse, c'est-à-dire par le milieu, pour nous, le centre de masse, on l'a toujours mis au milieu d'une pièce. Et à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser le théorème des axes parallèles. Bon. Et vous appliquez la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale la masse fois l'accélération, la somme des moments égale le moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Entre translation, vous l'appliquez en x et en y, et en rotation, c'est suivant l'axe des z. Mais vous n'avez pas besoin de le dire, ça ne tourne que suivant l'axe des z. Pourquoi? Parce qu'à deux dimensions, on a une translation en x, une translation en y et une rotation suivant l'axe des z. Voilà. Donc ça, c'était la partie dynamique. La partie énergétique et interaction. Vous devez savoir c'est quoi le travail d'une force. Donc le travail d'une force, c'est une produit scalaire de la force par rapport au déplacement.
À partir de là, vous savez que la somme des travaux de toutes les forces est égale à la différence d'énergie cinétique. C'est le théorème de l'énergie cinétique. C'est sa première forme. Cette forme-là peut être utilisée quand vous voulez étudier surtout les forces. Donc exemple, à l'examen, avec la grue, c'était cette forme-là qui devait être utilisée, qui était la plus simple. Ou alors, on peut la voir sous la forme d'énergie mécanique. À ce moment-là, on parle de conservation de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on dit? L'énergie mécanique au point A plus le travail des forces non conservatrices est égal à l'énergie mécanique au point B. Donc c'est la même chose que le théorème de l'énergie cinétique, mais vu sous sa forme de conservation. Quelles sont les forces non conservatrices? C'est toutes les forces que vous allez avoir, sauf le poids, la force élastique, et en NYB, vous aurez la force électrique, qui sera aussi une force conservatrice. Mais dès que vous avez une tension, dès que vous avez n'importe quoi, c'est du non conservateur. À noter que généralement, la normale a un travail qui est nul quand c'est juste une force de réaction pour supporter. Après, si vous avez deux blocs qui poussent, il y en a un qui pousse sur l'autre, bah là, non, le travail de la normale n'est pas nul. Mais souvent, le travail de la normale est nul parce que ça va être perpendiculaire au déplacement. Même raisonnement avec la force centripète. Une force centripète est une force qui ne travaille pas. Et heureusement pour nous, parce que ça voudrait dire que la Terre perdrait de l'énergie dans son mouvement de trajectoire circulaire. Donc ça ne serait pas stable. Donc, une force, tout ce qui est force centripète, il n'y en a pas. Maintenant, dans l'énergie mécanique, vous avez 4 types d'énergie qui sont classés en 2 catégories. Vous avez l'énergie cinétique en premier. Donc si vous avez juste une translation, l'énergie cinétique vaut 1/2 de mv carré. Si vous avez une rotation, l'énergie cinétique vaut 1/2 de I oméga carré. Et si vous avez quelque chose qui est en roulement sans glissement, ce qui est toujours le cas chez nous, vous avez 1/2 de mv carré plus 1/2 de I oméga carré sur 2. 1, 2. Ouais, c'est ça. Donc n'oubliez pas, le roulement, c'est une translation plus une rotation. Voilà, ça c'était l'énergie cinétique. Ensuite, vous avez l'énergie potentielle de gravité, mgy, et vous avez l'énergie potentielle élastique, 1/2 de kx carré sur 2. Voilà. Pour calculer les puissances, la puissance moyenne, c'est le travail divisé par le temps, ce qui fonctionne aussi en rotation. Le travail divisé par le temps, on peut très bien calculer un travail en rotation. Ça serait moment de force produit scalaire du déplacement angulaire. Aucun problème. La puissance, c'est force produit scalaire de la vitesse, puissance instantanée. La puissance de rotation, c'est moment de force produit scalaire de la vitesse angulaire. Voilà. Et le rendement, c'est tout ce qui est énergie de sortie sur énergie d'entrée ou puissance de sortie sur puissance d'entrée. Donc voilà. Donc, dans vos problèmes d'énergie, quand vous avez utilisé l'énergie, c'est ce que je vous conseille, toujours, le mieux c'est d'utiliser, ça c'est super important, c'est d'utiliser ceci. Si vous pouvez utiliser cette formule-là, gâtez-vous, c'est ce qui est le plus facile. L'avantage des problèmes d'énergie, c'est qu'on a moins à s'occuper des repères. En ce qui concerne l'interaction, les interactions, donc tout ce qui est quantité de mouvement, c'est une autre manière encore de calculer. La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. La quantité de mouvement en rotation, c'est ce qu'on appelle le moment cinétique. C'est le moment d'inertie fois la vitesse angulaire. Autre possibilité de le calculer, c'est R produit vectoriel de la quantité de mouvement, mais on l'utilise très peu, cette formule-là. La deuxième loi Newton, la somme des forces est égale à la dérivée de la quantité de mouvement.
Si on isole notre système, donc on prend deux masses ensemble sans considérer les forces extérieures ou les forces extérieures s'annulent. Donc exemple, deux voitures qui rentrent en collision, le poids, la normale s'annule. Bah là, on prend les deux masses ensemble. La somme des forces extérieures est égale à 0. Donc là, au moment du choc, la quantité de mouvement est conservée. Donc dans les chocs, c'est la quantité de mouvement qui est conservée. Même chose pour le moment d'inertie. Donc voilà qu'est-ce que on avait à dire là-dessus. Si vous regardez, bon, la page suivante, on vous fait des graphiques, on vous montre quelques graphiques en vous mettant les équations reliées aux graphiques. Donc on vous a mis deux équations, les deux équations de base les équations cinétiques. Vous pouvez en rajouter deux autres équations qui viennent de ces deux équations-là. Donc les deux autres équations à rajouter, c'est la position égale la position initiale plus la moitié de la vitesse finale plus la vitesse initiale fois le temps t. Donc ça, c'est la moitié de la vitesse finale plus la vitesse initiale, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Ou alors, la vitesse au carré est égale à la vitesse d'origine au carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. On n'oublie pas que dans les équations de la cinématique, on ne peut en prendre que 2 sur 4. Ça, c'est très important. On n'en prend que 2 sur 4. Voilà. Donc on vous montre l'accélération, la force en fonction de la position, la force de rappel en fonction de la position. Bon, l'énergie en fonction du temps, on ne l'a pas vu, c'est pas très grave. Voilà. Et dernière chose, on vous explique comment résoudre des problèmes, donc toujours à faire, pour la cinématique, pour la dynamique, pour la conservation de l'énergie, même pour l'interaction. Qu'est-ce que vous voyez? Première chose à faire, c'est toujours faire un schéma en mettant un système de coordonnées. Ensuite, c'est d'identifier les valeurs que vous connaissez. Donc, vous mettez les forces, souvent, vous mettez, je connais la vitesse de tel point, etc. Et après, vous utilisez les équations qu'il faut. Donc, pour la cinématique, c'est les équations de la cinématique. Pour la dynamique, c'est la deuxième loi Newton. Pour l'énergie, c'est soit le théorème de l'énergie cinétique, somme des travaux égale la différence d'énergie cinétique, soit la conservation de l'énergie. Et la dernière chose, pour l'interaction, c'est la conservation de la quantité de mouvement en X et en Y. Et on peut rajouter le type de collision. Le type de collision nous ramène à de l'énergie parce qu'une collision parfaitement élastique, vous avez conservation de l'énergie cinétique. Collision élastique. Collision inélastique, vous avez des pertes. Donc, si ça arrive, on vous donnera la quantité de pertes, on vous demandera de la calculer. Et parfaitement inélastique, vous n'utilisez pas, vous savez que vous avez des pertes, mais tout ce que vous savez aussi, c'est que la vitesse finale de 1 est égale à la vitesse finale de 2. Donc, voilà. C'est ce qui terminerait pas mal le résumé. Ça vous va comme résumé? Oui. Bon. Donc, vous avez vraiment... Hein? Oui, ça va. Voilà. Donc, vous avez un beau petit résumé. C'est ce que j'ai mis ici. Maintenant, on peut aller voir Mais là-dessus, l'examen, il est divisé comment? Victor, j'en ai aucune idée. Je l'ai pas encore fait. Je le fais en fin de semaine. OK. Mais il va y Alors, avoir un peu de tout, tu sais, cinématique, alors si, préparation. je peux te le dire. Je peux te le dire. Il y a de tout. Il y a de la cinématique, il y a la dynamique, il y a de l'énergie et il y a des interactions. C'est sûr que pour te donner à peu près une idée, il y aura un petit peu de tout. La seule chose, c'est qu'il peut avoir un petit peu des mélanges. Voilà. Donc, quand je te dis j'en sais rien, je le fais tranquillement en fin de semaine. La seule chose, c'est que par rapport aux examens synthèse des autres années, c'est que vous avez 1 heure de moins par rapport aux autres années. Les autres années, c'était 3 heures. Ouais, les autres années, c'était 3 heures. Cette année, c'est 2 heures seulement.
Donc, c'est quand même 50% en moins. Ouais. Donc là, il faut que je fasse une sélection un petit peu plus drastique. Mais Donc, juste nous ou, mettons, ceux qui ont fait la mécanique à l'automne, c'était la même chose aussi? non, c'est juste, c'est vraiment à cause du coronavirus. OK. Puisqu'ils ont défini qu'on n'avait pas de session d'examen et donc on gardait les blocs. Et comme nous, on n'a que des blocs de 2 heures, alors que d'habitude, on a un bloc de 3 heures, bah, on fait un examen de 2 heures. C'est juste OK. ça. C'est pas plus grave que ça, il y aura un petit peu moins de questions, mais ça va toucher un petit peu de tout. Attendez-vous à la forme, qu'est-ce que ça va prendre? Bah, ça va prendre comme d'habitude. Ça va prendre la forme de des questions à choix de réponse ou à remplir rapidement. Ça, généralement, ça permet de compléter les quelques trucs que j'évalue pas dans les problèmes. Puis après, bah, attendez-vous un problème de cinématique, un problème de dynamique, puis sûrement un problème d'énergie, ou etc. Ou un peu un mélange. Il peut y avoir un problème qui mélange énergie avec cinématique. Donc, pour vous donner une idée, regardez bien. Donc, si on va voir le guide de l'examen, alors, bon, pour vous préparer, moi, ce que je conseille, donc pour les personnes qui n'ont pas trop le temps, puis qui se disent, bah là, c'est mardi, je sais pas trop quoi faire, etc. Vous faites en priorité les exercices de révision. Donc, vous avez des exercices de révision qui sont découpés par bloc et c'est dans les chapitres de cours de Monsieur Tremblay. Donc, chapitre 1, 2 et 12 pour le bloc cinématique pour Monsieur Tremblay, 4, 5, 6 et 12 pour le bloc dynamique, 8, 9, 10 et 12 pour le bloc énergie, quantité de mouvement. Donc, vous voyez, il n'y a pas tant, il y a à peu près entre 5 et une dizaine d'exemples par bloc. C'est des exemples, il y a déjà le corrigé qui sont dessus, vous pouvez vous concentrer là-dessus pour commencer. Ça, c'est ce que je conseille. Ça, c'est pas mal le 60%. Vous visez le 60%, etc. Vous y allez avec cela. Après, si vous visez plus, puis vous voulez un peu plus de compréhension, Mais vous ça, avez... dans le fond, ça, c'est des exemples ou c'est des problèmes qu'on fait? C'est des exemples qui sont donnés dans les notes de cours de Monsieur Tremblay. Donc, à chaque fois, il y a l'énoncé de l'exemple. Vous pouvez essayer de vous faire l'exemple et vous avez le corrigé de l'exemple qui est tout de suite après. OK. C'est juste ça. Donc, je vous ai donné, là c'est un peu plus simple parce que vous avez déjà beaucoup d'exercices. J'ai été sélectionner ces exemples-là. Ça permet une bonne révision. Donc, tu essayes de les faire, puis tu as le corrigé en fait. OK. Voilà. Bon. Maintenant, le pré-test synthèse. Ça, c'est des bons gros problèmes qui sont plus compliqués et qui sont plus longs que des problèmes que vous aurez à l'examen. Ça, c'est déjà un petit peu plus badass. Et en plus, non, non, mais c'est badass et on vous fournit pas la correction. On a décidé, c'est une loi départementale, ce sont des problèmes qu'on fournit à chaque année aux étudiants, qui sont vraiment plus badass et qui sont généralement étudiés en classe. Donc en plus, là, on peut même pas les étudier à distance, donc c'est vraiment un peu plus compliqué. Alors, ce que je vous dis, généralement, le premier problème qui est ici, lui, les étudiants ont beaucoup de difficultés à comprendre. Alors, je peux vous expliquer quand même, je vais vous expliquer un petit peu comment le commencer. Je vais au moins vous donner des indices. J'ai le droit de vous donner des indices. Il n'y a pas de problème. Bon. Calculer la vitesse, le A, calculer la vitesse du saut si l'arbre tourne à une vitesse angulaire constante de 3 pi rad par seconde. La question est très simple. La question est hyper simple. Là, elle pose pas de problème. Quelle masse monte lorsque le moteur fournit une puissance de 186 watts au système?
Donc là, qu'est-ce que vous avez? On vous donne la puissance. Connaissant la puissance, en fait, il faut regarder comment c'est transmis. Donc il y a un problème de transmission ici. Bon, la puissance, on sait que c'est le moment d'inertie fois l'accélération angulaire, ou c'est la force F fois V. Il y a moyen de se débrouiller. C'est juste pour vous aider un petit peu. Donc on va utiliser la réponse du A dans le petit b. Puis on remarque, on regarde les transmissions. Donc ici, on a une transmission par courroie. Donc par courroie, la transmission, ce qu'on sait, ce qui est transmis, c'est la vitesse. Donc qu'est-ce que vous dites? Donc on va appeler ça A. Après, on va appeler ça B. Puis on va appeler ça C. Ça va être facile. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire VA est égal à VB. Et oméga A RA va être égal à oméga B RB. Et là, comme A et B ont le même rayon, bah finalement, oméga A est égal à oméga B. Et ensuite, comme elles ont le même axe, donc on le voit ici, ça ne veut pas dessiner, voilà. Ça, c'est le même axe, bah oméga B est égal à oméga C. Donc, vous voyez, connaissant la vitesse du saut, vous pouvez aller trouver la vitesse du moteur, etc. Puis réfléchir un petit peu à finalement, c'est quoi la masse qu'on a. Quelle distance verticale parcourra-t-il avant de s'arrêter si on le coupe la courroie du moteur? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on coupe cette courroie-là. C'est pas le saut qu'il faut aller étudier. Le système qu'il faut étudier, c'est ce système-là. L'axe avec les deux roues. Lui, il est en rotation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un peu appliquer de la dynamique ou de l'énergie ou un peu réfléchir un peu sur qu'est-ce qui se passe avec lui. Et lui, vous avez des calculs de moment d'inertie à ce moment-là à faire. Donc, vous allez faire de la cinématique, de la dynamique ou de l'énergie en rotation dans la question petit c. Et une fois que vous avez trouvé la question petit c, le petit d, vous pouvez trouver le temps. Donc voilà, donc c'était les astuces que je voulais vous donner pour celui-ci. Bon, ok. Pour le numéro 2, il est moins long. Il faut juste un petit peu réfléchir. C'est parce que en fait, il faut étudier, dans le numéro 2, le conseil que je vous donne, vous étudiez le système 1 et vous étudiez le système 2 à part. Donc vous allez trouver l'accélération 1 et vous allez trouver l'accélération 2. Et la troisième loi Newton, elle va agir là-dedans. Donc voilà, donc il faut vraiment que vous sépariez votre système en deux. Question 3. Ça, c'est vraiment un problème synthèse. Regardez bien. D'un côté, vous aurez, en fait, vous avez 3 points qui sont intéressants. Vous avez le point de départ A, vous avez le point ici B et vous avez le point C. Souvent, ça arrive ce genre de problème-là. Ça ressemble beaucoup à l'approche par problème sur la quantité de mouvement du point de vue de la découpe. Entre A et B, vous utilisez la notion de conservation d'énergie. Et on voit qu'il y a des roues. Et entre B et C, vous utilisez la cinématique d'un projectile. Donc voilà, donc très souvent, les problèmes, vous avez à les découper en deux comme ça. C'est la nouveauté de l'examen synthèse et c'est ce qui va arriver à l'examen de mardi. Il y aura 1 ou 2 problèmes qui vont être un peu plus comme ça. Une partie va être énergie, une autre partie va être cinématique, etc., etc. Le problème que vous avez fait dans l'approche par problème ressemblait beaucoup à ceci. Entre A et B, il fallait faire de l'énergie. Au point B, vous aviez une collision, donc il fallait faire de l'interaction. Et entre B et C, vous aviez à nouveau de l'énergie.
Le problème de l'approche par problème sur la quantité de mouvement est un excellent problème synthèse. C'est le genre de problème que je vais vous mettre à l'examen final. Même chose pour lui. Lui, c'est un bon problème synthèse. Pourquoi? Vous allez avoir ici, vous mettez toujours des points. Ça, c'est toujours intéressant. Le point A, le point B, on va mettre le point C ici. On va mettre le point D avant la collision. Après le point E après la collision, puis le point F. Et là, faut repérer qu'est-ce que vous pouvez faire entre vos points. Entre A et B, Mais monsieur, oui. moi, là, je veux savoir, dans un cercle, là, je ne sais jamais si c'est quand que la vitesse est nulle ou est au maximal. Dans un cercle, la vitesse n'est jamais nulle. Ben, pas nulle, mais comme les points, tu sais, mettons, est-ce que la vitesse au point C, c'est la même Pardon, que... excuse-moi. Dans un cercle, si la vitesse peut être nulle, exemple au point C, la vitesse va être nulle puisque nous arrivons au sommet. Mais ça dure un instant. OK. Voilà, oui, excuse-moi. Au sommet, la vitesse est nulle en Y. Effectivement. Parce que, tu sais, à un moment donné, on évaluait, là, on regardait si au point B, au point, tu sais, il fallait évaluer comme le point B, le point C, puis... Non, mais regarde, ta vitesse, elle va être comme ceci. Toi, tout ce que tu peux dire, c'est qu'au sommet, ta vitesse va être en Y, ta vitesse sera nulle. Ça, c'est une information que tu connais. Ouais. Par contre, pour aller trouver la valeur de ton V, comment tu fais ici? Bah, tu utilises, dans un cercle, tu utilises la force centripète. Donc, si tu regardes au point C, quelles sont les forces? Tu as le poids, tu as la normale. Donc, tu fais mg plus n. Donc, au point C, tu ferais mg plus la normale qui serait égale à m v carré sur r. Ah, OK. Là, les masses, ils s'annulent. Les masses s'annulent pas là. Parce que la normale, on te donne juste la valeur de la normale. Tu es obligé de tenir compte de. Si tu lis le problème, on te dit justement au point C. Je pense qu'on te donne la valeur de la normale au point C. La force Mais, OK, normale vaut mais 5 newtons. fait que les masses, ils s'annulent pas. Non, non. Je t'ai dit, la vitesse est nulle. La seule chose que tu peux dire, c'est qu'au sommet, la vitesse en Y est égale à 0. C'est la seule chose que tu peux dire au sommet. OK, c'est bon. Mais là, ça, c'est super méga important, ça. La partie force centripète, ne l'oubliez pas. Tu regardes quelles forces sont tournées vers le centre. Ici, c'est le poids et la normale qui sont tournés vers le centre. Donc, c'est bien pour ça que c'est positif ici. mg plus n est égal à la masse fois l'accélération centripète. Mais ça, c'est en X, non en Y. On s'en fout, là. Quand tu as quelque chose qui est... quand tu as quelque chose qui est force centripète, le XY, on ne s'intéresse pas à ça. C'est tourné vers le centre. OK. Si on avait étudié par exemple en ce point-là, tu vois, le poids, il ne serait pas force centripète, il augmente la vitesse de ton engin, effectivement, et ici, c'est la normale qui est force centripète. OK. Dans ce problème-là, la normale est toujours force centripète, et le poids l'est plus ou moins. Donc voilà. OK. Bon. Donc, entre A et B, tu fais de l'énergie. Au point C, tu fais de la force centripète. Entre C et B ou entre C et A, c'est comme tu veux, hein, tu vas aller faire de l'énergie.
Entre BD, CD, n'importe lequel, tu vas faire de l'énergie, voilà. Donc là, tu peux faire toutes les combinaisons possibles, imaginables, entre A et C, entre A et D, entre tout ce que tu veux. Tu fais de l'énergie. Entre D et E, là, tu fais pas de l'énergie, tu fais choc. Ici, tu as un choc. Et après, entre E et F, bah, tu fais de la dynamique ou tu fais de l'énergie. Quand je dis tu fais de l'énergie, souvent, tu peux faire la dynamique aussi. Ok. Donc voilà pourquoi ça, c'est un problème qui est vraiment synthèse. Parce que tout ce qui est en jaune, c'est question d'énergie. Tu regardes, est-ce que tu peux faire de la cinématique si tu veux, mais l'énergie va bien fonctionner. Ce qui est en bleu, c'est tu es obligé de tenir compte du choc. Donc je pense que c'est un choc qui est parfaitement inélastique. Et puis après, au point C, tu es obligé de tenir compte de la force centripète. Donc voilà. Et dernier problème synthèse. Bon bah là, c'était vraiment beaucoup plus du moment d'inertie. Donc si on regarde, on soumet un tourniquet à une masse à une force durant 120 secondes. Quelle serait la vitesse angulaire du tourniquet à l'instant C? Bon bah c'est simple. Entre l'instant A et l'instant B, on met une accélération. Donc c'est quoi? C'est de la dynamique de rotation. Et puis après, entre B puis C, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait tout simplement un déplacement du bloc C. Donc c'est comme si c'était un choc, il y a un déplacement. Donc là, on a conservation de la quantité de mouvement. Donc conservation du moment cinétique. Donc dans ce problème-là, tu as de la dynamique de rotation suivie de conservation du moment cinétique. Pourquoi? Parce que le déplacement est juste interne, il n'y a pas de force interne, donc tu as P qui est conservé. Donc voilà les indices que je pouvais vous donner. Et dans l'examen de mardi, ça sera pas le cas, mais vous aurez quelques problèmes qui justement vont mélanger ceci. Tu auras une petite partie, la première question, tu auras genre de la dynamique à faire, la deuxième question, tu auras à faire de l'interaction, etc. Donc attendez-vous à ça dans un examen synthèse. Vous voyez vraiment, à chaque fois, vous devez découper. Est-ce que ça vous va? Oui, moi ça me va. Oui, moi aussi. Moi, je terminerai la révision avec ça. Est-ce que si on a des questions, vos dispos, c'est quand? Il n'y en a plus. Est-ce que, est-ce que lundi, si, mettons, on a des questions de dernière minute, puis Aucun on se les problème. envoie OK. Si on se les envoie sur Teams, là, notre conversation à trois, c'est correct? Oui, même alors en fin de semaine, je regarde pas trop de Teams, mais c'est sûr que si vous avez des questions lundi ou mardi, je vais aller regarder Teams. OK, bon, ben c'est bon, parfait. Donc par Teams, par Mio, et même si vous en envoyez en fin de semaine, mettons qu'en fin de semaine, à un moment donné, je serais tenté d'aller voir vu que c'est la dernière fin de semaine. Mais il n'y a plus de dispo directement. Puis si vous voulez un rendez-vous de 5-10 minutes pour que je vous explique un exercice lundi ou mardi, il n'y aura pas trop de problème. OK, bon, ben c'est bon. Ben, excellent, merci beaucoup.